Choubey, le professeur Laël Choubey va nous entretenir des finances publiques et de l'état d'exception. Chers collègues, la parole est à vous. Je vous remercie, Madame la Doyenne, Madame la Présidente. Je vous souhaite bonjour. Et effectivement, les finances publiques peuvent être parfois révélatrices d'un certain nombre de choses. Et elles peuvent également poser un certain nombre de problématiques. Alors, on le sait, l'état d'exception, c'est la situation pendant laquelle les règles de droit prévues pour des périodes de calme sont transgressées, suspendues ou écartées pour faire face à un péril. Pendant ce moment, on assiste à une concentration du pouvoir, en général au profit de l'exécutif, et d'autre part à la réduction ou à la suspension des droits jugés fondamentaux pendant les périodes de calme. Il s'agit donc d'un moment par définition fugace, temporaire, pour faire face justement à un péril donné. Cette sortie de règle trouve sa source dans la règle elle-même. L'article 80 de la Constitution du 27 janvier 2014 prévoit les conditions et les modalités de l'état d'exception. De même que l'article 46 abrogé de la Constitution du 1er juin 1959, ou encore l'article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ces dispositions visent à protéger ce qui est considéré comme un principe immanent à l'État, qui est le principe de la continuité de l'État, qui se manifeste notamment par la continuité de ses services publics. Dans ce cadre, les finances publiques, en tant que cadre et instrument de financement de l'État, sont un moteur essentiel de la continuité de celui-ci. Pour autant, elles ne sont pas uniquement des procédures techniques de mobilisation de recettes et de répartition des crédits. Historiquement, les finances publiques ont en effet fondé la substance des pouvoirs politiques à travers le principe du consentement du peuple à l'impôt, qui a ouvert la brèche au principe de la séparation des pouvoirs. Dans ce cadre, la répartition des compétences financières a été conçue sur le mode des 4 temps alternés, consistant à faire intervenir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la procédure budgétaire. Donc c'est le pouvoir exécutif qui prépare le projet de loi de finances, le pouvoir législatif qui adopte le projet de loi de finances. Celle-ci est exécutée à son tour par le pouvoir exécutif et contrôlée enfin par le pouvoir législatif. Donc l'autorisation budgétaire donnée par le Parlement au pouvoir exécutif constitue, en dépit des nombreuses imperfections qu'elle peut avoir, un grand moment de la vie démocratique d'un État qui ne peut qu'être altéré par une situation exceptionnelle, donc par l'état d'exception. Ainsi, l'article 80 de la Constitution, qui a été activé par le président de la République à l'occasion de la fête de la République, dans un contexte de crise économique et politique et financière, va avoir un certain nombre de conséquences. Ainsi, une série de décrets présidentiels pris à partir du 26 juillet ont introduit différentes mesures exceptionnelles dont les plus saillantes ont été le limogeage du chef du gouvernement et de certains ministres, ainsi que la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple. Reconduite par le décret présidentiel du 24 août 2021, la suspension des compétences de l'ARP a été confirmée par le décret présidentiel numéro 117 du 22 septembre 2021, qui met fin en plus aux primes et avantages octroyés au président et aux membres de l'Assemblée et qui attribue les compétences législatives au président de la République. À la même période, une chef de gouvernement est chargée de former un nouveau gouvernement qui sera nommé par le décret du 11 octobre 2021. La reconfiguration des pouvoirs durant cette période exceptionnelle a eu des effets d'intensité variables sur la procédure budgétaire. Étant traditionnellement de la compétence du pouvoir exécutif, l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année 2022 a suivi dans l'ensemble le cours habituel des choses, et ce sera donc le premier point que l'on essaiera de développer, alors que l'adoption du projet de loi de finances, qui est traditionnellement de la compétence du pouvoir législatif, va forcément poser quelques problématiques par rapport au consentement du peuple à l'impôt et
aux dépenses issues de cet impôt. Donc, nous allons voir dans un premier point que l'élaboration du projet de loi de finances reflète la continuité de l'État, et nous allons voir dans un deuxième point la difficile conciliation entre le principe du consentement du peuple à l'impôt et son adoption, et l'adoption du projet de loi de finances par décret-loi. Donc d'abord, une élaboration du projet de loi de finances qui reflète la continuité de l'État. La procédure budgétaire est encadrée en temps normal par les dispositions de la loi organique du budget du 13 février 2019 qui renvoie à l'arrêté du ministre des Finances du 15 mars 2019. Ce texte prévoit les différentes étapes d'élaboration du projet de loi de finances ainsi que le calendrier qui les accompagne. Hormis les délais qui ont été largement dépassés, dès l'envoi par le précédent chef du gouvernement de la circulaire de cadrage, l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année 2022 s'inscrit dans la politique de redressement des finances publiques initiée depuis quelques années selon les recommandations du Fonds monétaire international dont la dernière consultation remonte à février 2021. Elle vise à réduire les dépenses publiques et à augmenter les ressources propres de l'État. Donc on peut constater qu'en matière de politique budgétaire, nous avons d'abord la poursuite de la discipline budgétaire en matière de dépenses et ensuite la mobilisation des ressources de l'État. La discipline budgétaire, pour commencer, consiste pour les gouvernants à respecter la trajectoire de l'équilibre du budget établie par le cadre de dépenses à moyen terme. Ainsi, la circulaire de cadrage qui a été envoyée le 11 juin 2021 souligne les objectifs du projet de loi de finances qui sont d'actualiser les prévisions du cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2022-2024. Donc il s'agit finalement d'une continuité puisqu'on se base sur un cadre budgétaire qui a été précédemment établi. Il s'agit ensuite de prioriser les engagements financiers de l'État, de mettre en application la budgétisation basée sur le genre et de limiter les crédits de rémunération en procédant à un recensement des fonctionnaires conformément aux articles correspondant de la loi organique du budget et en procédant à un redéploiement des effectifs de la fonction publique. La circulaire souligne dans ce sens la nécessité de se conformer à l'accord du 6 février 2021 entre le gouvernement et l'UGTT et de s'y tenir, et donc de ne pas effectuer de nouveaux recrutements, sauf dans certains secteurs, comme par exemple le secteur de la santé publique. Il s'agit également de ne pas remplacer les postes vacants, de rationaliser les primes de rendement et de remplacer les paiements des heures supplémentaires par des jours de congé. Cette politique est clairement une politique de restriction des dépenses et on la retrouve sur toutes les parties du budget, donc pas seulement dans la partie relative à la rémunération publique. Ainsi, en ce qui concerne les moyens de service, par exemple, ces moyens de service doivent être également rationalisés. On a prévu de limiter leur augmentation à 3%, ce qui est finalement une manière de normer le projet de loi de finances. Et on a prévu également l'installation d'un système de GPS sur les voitures de service pour tracer leur itinéraire et donc pour contrôler leur utilisation. Le projet de loi de finances pour l'année 2022 est actuellement donc en cours d'élaboration et il prend appui sur la circulaire donc, du 11 juin 2021. Il n'y a pas eu de modification de ce texte par la nouvelle chef de gouvernement. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une continuité financière en matière de politique budgétaire. On a remarqué également qu'il y a eu un décret-loi en date du 15 novembre 2021 qui a porté loi de finances rectificative. Et cette loi de finances rectificative vient confirmer la politique de restriction budgétaire et elle s'inscrit dans l'effort de rationalisation des dépenses puisqu'on retrouve dans ce décret-loi rectificatif un tableau F correspondant à l'effectif
du personnel autorisé des ministères, ce qui est un élément donc, qui a été préconisé dans le cadre des politiques de redressement des finances publiques. Donc, en ce qui concerne les dépenses, ce sont quelques éléments qui confirment la continuité de la politique budgétaire de rationalisation des dépenses. Mais on remarque également l'autre volet de cette politique qui est la mobilisation des ressources. Donc, le projet de loi de finances a pour objectif déclaré de soutenir les entreprises, de soutenir l'emploi et l'investissement, de poursuivre la réforme fiscale et la numérisation de l'administration, d'améliorer le recouvrement des impôts et de lutter contre la fraude fiscale, et enfin de poursuivre les mesures sanitaires et sociales. D'après le document du projet de loi de finances en date du 8 octobre 2021, donc que j'ai pu consulter, mais qui est un document qui n'a pas été officiellement partagé par le ministère des Finances. Donc c'est un document qui s'appuie sur la mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la relance économique adoptée le 12 juillet 2021. Donc il s'agit de soutenir les entreprises par des mesures aussi diverses que variées. Par exemple, il s'agit de prolonger les délais permettant de bénéficier des avantages prévus par la loi de 2017 sur l'investissement. Il s'agit également de réduire certains droits de consommation pour encourager les promoteurs immobiliers, ou encore de permettre aux entreprises totalement exportatrices d'écouler leurs produits sur le marché local. Néanmoins, à part quelques mesures d'encouragement des entreprises, il semble que le projet de loi de finances pour l'année 2022 s'appuie essentiellement sur la recherche de nouvelles ressources et surtout il vise à trouver des ressources et à rentabiliser finalement le produit de l'impôt. Donc il s'agit d'obtenir le meilleur rendement possible en matière de mobilisation des ressources. Il est en effet prévu d'introduire de nouvelles redevances, de nouveaux timbres, d'augmenter certains taux, en particulier en matière de droits d'enregistrement. Il est également question d'encourager le régime réel des petites entreprises, de généraliser, autant que faire se peut, le paiement électronique et de limiter le paiement en espèces pour lutter contre les transactions du marché parallèle. Néanmoins, l'amélioration du recouvrement de l'impôt, qui est un objectif récurrent des lois de finances, connaît en cette période exceptionnelle un certain flottement, un certain ralentissement en raison de l'absence d'un directeur général à la Direction générale des impôts, ce qui peut porter atteinte, par exemple, à la signature des arrêtés de taxation d'office, puisqu'il ne se reconnaît pas compétent pour cela. Au total, la réduction des dépenses, la traque du gaspillage, la mobilisation éperdue et freinée des ressources propres sont les marqueurs d'une politique de redressement des finances publiques et d'austérité budgétaire. Cette politique, qui se justifie par la nécessité de réduire l'endettement public, qui augmente de façon exponentielle, ou en tout cas de manière extrêmement accélérée, et qui se justifie par la crise économique et sanitaire, reste quand même une politique budgétaire impopulaire. Or, en l'absence d'un Parlement, comment est-ce que le peuple pourra-t-il exprimer son consentement sur ces mesures par nature impopulaires? Est-ce que l'adoption par un décret-loi du projet de loi de finances peut valoir autorisation budgétaire, ou est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une décision qui va obliger le peuple et les contribuables à se soumettre à cette série de mesures qui correspond à un sacrifice, de toute façon, pour les contribuables. Autrement dit, comment concilier l'état d'exception et le consentement du peuple à l'impôt? Donc le deuxième point consistera à réfléchir, à essayer de réfléchir sur la possible ou non possible d'ailleurs conciliation entre l'état d'exception et le consentement du peuple
à l'impôt, entendu comme le principe qui a fondé l'ensemble des droits des contribuables. La traditionnelle répartition des compétences financières entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif attribue, comme on le sait, l'adoption du projet de loi de finances au Parlement. Cette adoption donc, du projet de loi de finances par le Parlement traduit l'expression par les représentants du peuple du consentement de celui-ci sur l'impôt et sur le suivi des ressources issues de cet impôt, donc sur les dépenses publiques. Cette acceptation se base sur un débat budgétaire qui peut conduire, dans de rares cas, à une non-adoption du budget. Et dans ce cas, la continuité de l'État est quand même garantie dans le cadre de la Constitution, et ce sera le premier point. Par contre, l'adoption du projet de loi de finances sans débat budgétaire est plus problématique, car elle peut menacer la continuité même de l'État. Donc, premier point, il s'agira de voir la continuité, il s'agira de voir donc que la continuité de l'État prévaut sur la non-adoption du projet de loi de finances par le Parlement. L'impératif d'assurer la continuité de l'État implique, dans certaines circonstances, les obstacles à l'expression du consentement de l'impôt soient contournés pour garantir la vie financière de l'État et la continuité de ses services publics. Ainsi, l'article 65 de la Constitution du 27 janvier 2014 indiquait que si, à la date du 31 décembre, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur en ce qui concerne les dépenses par tranche trimestrielle renouvelable. Et ce... 10 décembre, pas 31 décembre. Oui, mais en fin de compte, si au 31 décembre, il n'y a pas d'adoption de la loi de finances. Donc il y a un délai, une date butoir où il faut mettre en vigueur les dispositions de la loi de finances. Mais le vote? Le 10 décembre. Le débat. Donc si à la date du... Et ça c'est l'article de la Constitution qui le dit. Donc si à la date du 31 décembre, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur en ce qui concerne les dépenses par tranche trimestrielle renouvelable, et ce par décret présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois. Cet article, comme d'ailleurs l'article 47 de la Constitution française, permet de garantir la continuité de l'État en cas de non-adoption du projet de loi de finances. Ainsi, le Conseil constitutionnel est même allé plus loin sur la base de ce principe de la continuité, en faisant prévaloir la continuité de l'État, même dans les cas qui ne sont pas prévus par l'article 47, qui se limitent au défaut d'adoption en cas de retard. Par exemple, lors de l'annulation de la loi de finances pour l'année 1980 par le Conseil constitutionnel, une loi provisoire d'autorisation des impôts a été votée et elle a été considérée comme étant conforme à la Constitution, alors que c'est assez discutable. Pourquoi? Parce qu'elle permettait d'assurer la continuité de la vie nationale. L'article 66 de la Constitution tunisienne et l'article 47 de la Constitution française concernent le défaut d'adoption de la loi de finances par le Parlement. Ils interviennent alors qu'il y a eu un débat budgétaire autour du projet de loi de finances, mais qu'il n'y a pas eu adoption du projet de loi de finances. Et ce cas est un cas d'école. Généralement, on considère que c'est exceptionnel. Par exemple, on se rappelle que pour la loi de finances de l'année 2012, il y a eu un dépôt extrêmement tardif du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale constituante à l'époque, et pourtant, ce projet a été adopté in extremis, donc pour pouvoir être exécuté au 1er janvier donc, de l'année 2012. Donc il y a toujours cette volonté de garantir la continuité des services publics. Donc il y a débat budgétaire, mais il n'y a pas adoption de la loi de finances. Alors la marge de manœuvre du Parlement en matière d'adoption du projet de loi de finances et en matière de discussion budgétaire, on le sait, est assez limitée.
Elle est limitée d'abord par l'irrecevabilité des amendements contraires à l'équilibre financier et par le caractère de plus en plus normé des politiques budgétaires qui sont décidées en fonction du respect de certains pourcentages, de certains objectifs à caractère économique. Donc, l'ensemble de ces éléments verrouille un petit peu le projet de loi de finances dans les grandes lignes de cette loi, mais le Parlement reste quand même le lieu du débat par excellence et le lieu de la confrontation politique telle qu'elle est encadrée par le droit. Le débat budgétaire est également l'occasion pour le pouvoir exécutif de présenter sa politique budgétaire, de défendre ses choix politiques, de les argumenter, d'exposer donc les hypothèses économiques sur lesquelles il s'est basé pour préparer les projets de loi de finances. Donc il y a un dialogue qui s'installe exactement au sein du Parlement, et au sein du Parlement, aussi bien au niveau des commissions et de la commission des finances, qui est présidée par l'opposition, qu'au sein de l'Assemblée plénière. Depuis l'introduction de la réforme budgétaire, donc de la politique de la gestion budgétaire par objectif, le débat budgétaire connaît une nouvelle dimension parce qu'il s'agit surtout d'informer le Parlement sur les finances publiques. Et cette information du Parlement sur les finances publiques se fait de manière régulière tout au long de l'année budgétaire et surtout en période de débat budgétaire. D'ailleurs, il est préconisé dans le cadre de cette réforme de simplifier la présentation du budget qui sera présenté et qui est d'ailleurs déjà présenté par politique publique, ce qui peut participer même de la communication publique, hein, puisqu'il s'agit de convaincre les parlementaires d'adopter, de consentir à une politique budgétaire qui est fondamentalement d'essence libérale. Les échanges entre le gouvernement et le Parlement à l'occasion du débat parlementaire sont donc à visée démocratique, mais aussi à visée pédagogique, car ils permettent à la population qui suit ces débats d'être sensibilisée aux défis et aux enjeux du budget. Dans le cadre des finances locales, le budget est même un budget participatif, donc il y a bien la participation de la population au débat budgétaire. On peut aller jusqu'à dire d'ailleurs que le débat budgétaire peut avoir un rôle de catharsis, dans le sens où il permet de résorber les tensions, il permet de résorber les crises à travers le dialogue, à travers la communication, à travers l'échange. Et cet aspect est crucial en période d'état d'exception, parce que justement c'est une période où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de crises, et surtout quand cet état d'exception se double d'une situation budgétaire extrêmement critique et se double d'une situation où les finances publiques donc doivent être rééquilibrées. Donc l'adoption du projet de loi de finances en l'absence du Parlement va poser le problème de l'absence essentiellement du débat budgétaire. Et sans débat budgétaire, comment faire passer une politique d'austérité budgétaire? Cela reste assez risqué pour la paix sociale. Donc deuxième point et dernier point, la continuité de l'État peut être fragilisée en cas d'adoption du projet de loi de finances sans débat budgétaire, ce qui est le cas actuellement puisque le projet de loi de finances sera adopté par décret-loi. L'adoption du projet de loi de finances par décret-loi est un moyen de permettre la continuité de l'État en situation d'exception, mais paradoxalement, en l'absence de débat autour du projet de loi de finances, l'adoption de ce projet de loi de finances peut être perçue par la population comme une obligation de se soumettre à une décision budgétaire prise par le président de la République avec seulement le consentement finalement du gouvernement, ce qui n'est pas véritablement une forme de consentement. Or, même en l'absence d'un Parlement, il est possible d'imaginer une forme de consentement, une forme de consultation
du projet de loi de finances d'autres structures, en fait, à part le Parlement. Par exemple, le décret-loi rectificatif a été soumis à l'avis du Conseil national de la fiscalité, qui compte des représentants des ordres et des organisations professionnelles, ainsi que des spécialistes de la matière financière. Donc on peut imaginer que le projet de loi de finances soit également soumis au Conseil national de la fiscalité. Dans ce cas, pourquoi ne pas le soumettre également à la haute instance des finances locales qui est chargée justement d'examiner des questions relatives aux finances locales et qui pourrait donner son avis. Et ce d'autant plus que, d'ailleurs aujourd'hui, dans le journal officiel, il y a la suppression du ministère des Affaires locales et le transfert des compétences au ministère de l'Intérieur. Donc, soumettre le projet de loi de finances à la haute instance des finances locales permettrait un petit peu quand même d'avoir un avis plus objectif. On peut imaginer d'autres formes de consultation, alors peut-être le référendum, comme c'était préconisé par les articles révolutionnaires, article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est difficilement envisageable. Mais on peut également envisager, par contre, la communication, le partage, l'information autour du budget, même en langage familier, même en langage vulgarisé, parce que finalement, ce budget, il s'adresse à la population, il s'adresse aux contribuables qui continuent, enfin, jusqu'à preuve du contraire, à être un citoyen et non pas un sujet de l'État. Et c'est tout l'enjeu, en fait, du débat budgétaire et de sa suppression par une adoption décrétale du projet de loi de finances.